à tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence pour notre webinaire du mois de novembre. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'avoir Herbolistic qui nous offre cette conférence. Donc, Herbolistic qui va venir se présenter et tenir une thématique autour du PEA, de la chronicité et de l'inflammation. Donc, nous avons avec nous Michel Mancarelli, Christine Vallée et Lucille Sabatier. Je vais vous laisser vous présenter puisque vous avez des fonctions bien précises, normales et très complémentaires. Merci beaucoup. Bien, je vais commencer dans l'ordre. Donc, Michel Mencarelli, je suis le nouveau dirigeant du laboratoire Herbolistic depuis 9 semaines exactement. Et j'ai le plaisir de travailler aux côtés de Christine Vallée et Lucille Sabatier depuis quelques semaines déjà. Si vous le voulez bien, moi, je vais vous raconter l'histoire du laboratoire Herbolistic, qui est un laboratoire français, 100% français, basé en Vendée et spécialisé en phytothérapie, et ce depuis plus de 20 ans. Ce qui est quand même un fait relativement rare aussi dans notre domaine pour pouvoir le souligner. Ce laboratoire a été fondé justement par Christine Vallée et Jean-Marie Lechevin, qui sont bien évidemment le papa et la maman du laboratoire Herbolistic, il y a un peu plus de 20 ans. Et j'ai moi, en ce qui me concerne, l'honneur et le privilège de succéder à Jean-Marie Lechevin, qui a pris sa retraite il y a quelques mois déjà, mais avec qui nous continuons de collaborer, de coopérer, dans notamment des choses dont on vous parlera tout à l'heure, que sont nos journées d'études en présentiel, destinées effectivement aux praticiens de santé naturelle. Donc, je vous disais, une maison fondée par Christine Vallée et Jean-Marie Lechevin, il y a un peu plus de 20 ans, mais en réalité, l'histoire du laboratoire Herbolistic, je dirais qu'elle remonte à bien plus que cela. C'est-à-dire qu'elle remonte à il y a 3 générations, n'est-ce pas, Christine? Exactement. 3 générations, on va dire totalement, je dirais, dues à une famille de passionnés, qui est la famille Vallée, justement, la famille de Christine, une famille de passionnés de nature et de plantes médicinales. En effet, le grand-père de Christine, déjà dans la région de Chemillé, puisque nous sommes basés en Vendée et que c'est je dirais la capitale des plantes médicinales. Exactement, en la France, capitale française des plantes médicinales. Merci Christine. Son grand-père cultivait et cueillait des plantes médicinales dans la région de Chemillé. Voilà, donc c'est je dirais une histoire qui a commencé il y a très longtemps. Le papa de Christine a repris ensuite le flambeau et Christine, je dirais, a comme une sorte d'accomplissement, je dirais, comme une boucle qui se boucle autour effectivement de la maîtrise du circuit phytothérapeutique, a créé avec Jean-Marie le laboratoire Herbolistic, comme je vous disais, il y a un peu plus de 20 ans. Alors, ce laboratoire a différentes signatures, je dirais, différentes particularités. La première, c'est qu'il est exclusivement dédié aux praticiens de santé naturelle depuis plus de 20 ans et a pour vocation et aura pour vocation, y compris sous ma responsabilité, de ne rester fidèle et exclusif qu'aux praticiens de santé. Entendez-moi bien, il n'y aura pas effectivement de migration dans d'autres circuits, je dirais, de distribution X et Y. Mais on restera effectivement fidèle au circuit, notamment des naturopathes, de tous les professionnels de santé naturelle. La deuxième signature, je dirais importante, c'est cette expertise considérable en phytothérapie qui se fait sous la responsabilité de Christine, qui est docteur en pharmacie aussi, et ensuite des produits, je dirais, qui sont conçus pour des professionnels de santé naturelle et par des professionnels de santé naturelle. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien évidemment, Christine s'occupe également de la R&D, mais nous sommes en étroite concertation, si vous voulez, avec notamment des naturopathes pour l'élaboration des formules constamment pour, on va dire, l'expansion de notre portefeuille produit. Et notamment, cette concertation, cette coopération s'est traduite avec une grande partie de notre gamme qui s'appelle les herbolistiques. Donc, si vous le voulez bien, je passe la parole à notre cofondatrice et néanmoins mon associée qui est Christine.
Bonjour. Donc, en effet, Christine Vallée, je suis donc docteur en pharmacie. J'ai fait mes études d'ailleurs près de Chemillé, donc cette belle vallée de la Loire. Et j'ai complété par un DESS de contrôle des plantes, donc mon expertise en qualité des plantes. Donc, en effet, nous recherchons des plantes le plus pures possible, le plus près de la nature, donc des plantes non irradiées, sans conservateur ni colorant, sans excipient, chaque fois que c'est possible. On essaie de concevoir des formules où on utilise à la fois des extraits et une poudre de plante sans utiliser d'excipient. On a mis en avant pour nos liquides, on utilise une eau qui est préparée en utilisant la méthode Plocher, c'est-à-dire que c'est une eau qui est vitalisée comme une eau de source, ce qui donne des énergies supplémentaires à nos formules, donc que ce soit nos extraits liquides sans alcool ou notre gamme de gémothérapie qui est très, très large. Nos plantes sont broyées à froid, c'est ce qu'on appelle le cryobroyage, pour préserver le maximum d'actifs. Nous utilisons des gélules végétales, donc soit en cellulose ou en pullulant. Nous avons également une gamme importante de produits avec le label biologique EcoCert, environ 134 produits sur notre gamme de plus de 300. Donc, une large gamme donc, de gémothérapie. Nous utilisons aussi un label qui correspond à une association de toute la filière plante, qui est née donc d'ailleurs à Chemillé. C'est le label Phytolia, donc pour des plantes de filière française, et qui sont bien sûr 100% bio. Donc, nos actifs proviennent en priorité de France ou d'Europe. Ça, c'est très important. On est vraiment sur les lieux de production dans cette région de Chemillé. Donc, au cours de toutes ces années, on a pu avoir des contrats spécifiques avec les fournisseurs. Mais pour certaines plantes, la phytothérapie, ce n'est pas uniquement des plantes françaises, mais ce sont des plantes d'origine chinoise, notamment pour tous ceux qui font de la médecine traditionnelle chinoise, et on connaît leurs bienfaits, de même que pour les plantes ayurvédiques en provenance d'Inde. Pour toutes ces plantes, il est important, d'ailleurs comme pour tous les produits, nous faisons un contrôle systématique de tous les lots de matières premières, et en particulier avec des analyses additionnelles pour les plantes qui proviennent de l'étranger. Et donc, on va au-delà de ce qui est demandé par les autorités sanitaire ou réglementaire. voilà, Absolument. classique. Mais ça, vous voyez, c'est un point donc, qui est hyper important donc, à mettre en avant, parce que quand on parle donc, de qualité, bien évidemment donc, que dans notre domaine, donc, il y a énormément donc, d'intervenants de grande qualité. Mais en ce qui nous concerne, donc, depuis 20 ans, on essaye vraiment donc, d'aller au bout justement donc, de ce concept, et d'essayer d'aller le plus loin possible dans ce qui nous est demandé de faire, voire même au-delà de ce qui nous est demandé, parce que nous avons donc, effectivement donc, le soin, si vous voulez, donc, de prendre soin justement à la fois donc, de nos praticiens, et aussi effectivement donc, de la personne qui, in fine, va effectivement tout simplement donc, ingérer le produit en question. Donc, nous avons une responsabilité qui est immense, et nous en avons conscience. C'est la raison pour laquelle, effectivement, donc, on ne fait aucun compromis, si vous voulez, avec cet aspect qualitatif. Donc, à ce sujet-là, donc, il y a l'aspect, je dirais, donc, on va dire technique, scientifique, effectivement, donc merci Lucille, effectivement, donc, du catalogue, mais il y a aussi, je dirais, donc, un aspect donc, qui est important à mettre en avant, et ça, c'est plutôt Lucille qui s'en charge, c'est tout ce qui est donc, à la fois notre engagement RSE, qui se veut très fort, mais aussi la notion des services qu'on veut apporter donc, à nos praticiens. Tout à fait. Bonjour à tous, donc Lucille Sabatier, je suis la responsable marketing des laboratoires herbolistiques.
Et voilà, je vais vous parler de ces 2 points-là, la RSE chez nous qui est très importante, aussi bien en interne qu'avec le réseau des praticiens. On est vraiment focalisé sur l'humain, sur l'accompagnement, aussi bien dans nos locaux, puisqu'on donne des cours de yoga, on a un ostéopathe qui vient pour notre bien-être et notre mieux-être au travail. Il y a toute une politique de mieux-être au travail qui est importante chez nous. Et en plus de l'accompagnement des praticiens avec des personnes extrêmement à l'écoute en fait des besoins terrain, puisqu'on sait ce qu'ils comprennent, étant donné que moi j'étais naturopathe. Je suis naturopathe aussi, donc je connais les problématiques. Et prof de yoga. Et professeur de yoga. Et prof de yoga. Voilà, donc il faut dire les choses quand même. Parce que je dispense aussi les cours de yoga. Donc voilà, il y a un vrai engagement bien-être aussi bien dans nos compléments alimentaires qu'en interne aussi en collaboration avec toute l'équipe. Donc ça, c'est un vrai bonheur au quotidien. Au niveau de la RSE, on a aussi bien sûr une approche au niveau des produits et des actifs. On essaie de limiter le plus possible notre empreinte carbone. On a encore du travail. C'est des choses qui prennent un peu de temps, même si on voudrait aller plus vite, mais on a des contraintes qui font que ça étape par étape, on va dire, hein, on va progressivement. On est déjà focus sur 134 produits bio avec une certification EcoCert. Donc, cet engagement, il ne date pas d'hier, en fait. Hein, il est depuis la fondation, depuis les 20 ans. Et puis, toujours cette volonté de chercher le plus proche possible les plantes, le local, le national, l'Europe. Et puis après, pour des particularités plus scientifiques au niveau des composants, comme Christine en a parlé. Au niveau des produits, il y a aussi tout ce qui est nos emballages, par exemple. Tout ce qui est, pour l'instant, c'est du plastique 100% recyclé. Et on a envie de migrer à très court terme, pour le coup, sur des emballages biodégradables et ou biocompostables. Donc, ça, pareil, ça fait partie des chantiers qui nous tiennent à cœur au niveau de la politique RSE. Que l'on veut mettre en place effectivement donc à très court terme. Parce que là aussi, encore une fois, donc on se dit qu'on se doit de donner donc, le meilleur et rien que le meilleur, donc, à la fois pour nos praticiens et leurs clients. Mais c'est ça qui est super beaucoup avec ce laboratoire et qu'on est très, très fiers et très contents de les avoir comme partenaires avec nos syndicats aussi. C'est cette qualité et cette volonté. On veut sortir l'essence même et le meilleur de la plante pour qu'elle puisse accompagner les gens à sortir le meilleur d'eux-mêmes et tout en gardant le meilleur de la planète, parce que c'est aussi notre planète qui nous donne nos plantes, et le meilleur de nos fabricants, c'est nos fabricants, toute l'équipe qui fabrique les produits herbolistiques. Même eux, il faut aussi en prendre super soin. Donc vraiment, on a tous les angles de sortir l'essence, la qualité, le bonheur de tout ce qu'on peut avoir au milieu de tout ça, en fait. C'est ça, absolument. On essaie d'apporter une certaine cohérence dans ce qu'on propose et ce qu'on fait en interne. Pareil, pour les praticiens, on a de nombreux services, entre guillemets, avec des formations. On fait énormément de formations, des formations en webinaire tous les mois avec Daniel Boussard, qui est notre partenaire historique, on va dire. Et naturopathe. Et naturopathe, bien évidemment, Daniel Boussard. Expert en médecine chinoise. Donc, voilà, elle a de nombreuses qualifications en la matière. Elle est enseignante, d'ailleurs, dans quelques écoles aussi. Donc, on a les webinaires en virtuel tous les mois. Et ça y est, grâce après l'épisode Covid, on peut enfin reprendre les formations en présentiel. Donc là, on est vraiment hyper heureux de retrouver le terrain, en fait. Hein. On était un peu coincés avec le Covid. Et là, du coup, il y a des très belles journées d'études qui vont se préparer, qui ont déjà repris. Qui ont déjà démarré. Qui ont déjà redémarré et qui continuent l'année prochaine. On a déjà une dizaine de dates pour l'année prochaine. Donc, on est très, très contents. De retrouver nos praticiens de santé. Le retour à la vie, entre guillemets, normale et à l'échange en vrai de vrai. Ça, c'est toujours un plus. Hein. Quand on aime l'humain, d'être confronté juste à des ordinateurs comme on le fait nous encore aujourd'hui et qu'on va rapidement reprendre aussi du présentiel et du vrai de vrai, ça fait du bien. Oui, absolument. C'est vrai que la technologie nous a quand même bien servi dans les mois qui nous ont précédés, dans cette période relativement folle que nous avons vécue. Mais rien ne vaut et rien ne remplace le contact humain. N'oublions pas, effectivement, c'est le centre de tout. Vous parliez de la nature. L'humain est inscrit dans la nature, dans quelque chose de global, d'unique et de holistique, justement. Et il est vrai qu'on se doit vraiment de respecter ce point-là. Et ça nous fait vraiment extrêmement plaisir de renouer avec nos praticiens en présentiel tous les mois, désormais. Et sur toute la France. Oui, absolument. Sur toute la France, oui.
sachant que depuis toujours aussi, on reste quand même disponible bien évidemment par téléphone, par Oui. email. Christine en connaît quelque chose puisqu'elle est en contact quotidiennement avec les praticiens pour des questions scientifiques liées à des innovations, etc. Donc, nos praticiens partenaires historiques et les nouveaux s'aperçoivent vite qu'on a une réelle proximité avec le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié et qui nous est remonté assez régulièrement. Et puis aussi nos délégués sur le terrain qui représentent plusieurs départements et qui, eux, aident aussi les praticiens sur le terrain à se développer, à conseiller. À conseiller, à mieux former. connaître la gamme aussi de manière générale et à Ouais, optimiser les conseils. tout à fait. Et du coup, pour nos adhérents qui, justement, nos professionnels installés, adhérents et futurs professionnels, comment ils peuvent vous contacter? Comment ils peuvent avoir les infos? Ils vous contactent par mail, sur un site internet, par téléphone? Tout à fait. L'avantage, c'est qu'on est une équipe familiale, donc l'information circule très bien. Donc, même si l'adresse n'est pas correcte, elle retombe toujours sur le destinataire. Donc, aucun problème. Vous pouvez contacter accueil@herbalistic.com, par exemple. Ou contact@herbalistic.com. Ou appeler tout simplement le laboratoire, simplement. donc, et on se fera un plaisir de répondre. Et Christine donc, est vraiment très, 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 très disponible. Et franchement, depuis 20 ans, effectivement, donc, elle est dédiée corps et âme à nos praticiens. Une vraie passionnée. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est surtout quand voilà, vous avez besoin, vous pouvez trouver toutes les coordonnées sur le site Herbolistic. Donc, www.herbolistic.com, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à les contacter parce que vous le voyez, on n'a que des gens passionnés en France, enfin en France, oui en France parce que nous sommes en France, mais en face, j'allais dire. Voilà, ça c'est fait. Donc, que des gens passionnés et vous avez l'opportunité même et l'avantage d'avoir vraiment même la cofondatrice de ce laboratoire qui est aussi pharmacienne, donc vraiment la grande directrice aussi qui peut vous répondre et qui vous répond au téléphone pour répondre à toutes vos questions scientifiques, d'utilisation de produits, etc. Donc, faut pas hésiter à contacter le labo et avoir plus d'informations ou vous contacter pour avoir le passage certainement aussi d'un des représentants en région et Tout à fait. Voilà. super. Ben, merci beaucoup Merci pour toutes ces informations, pour tout cet échange. Nous sommes enchantés de pouvoir accueillir cette demi-nouvelle famille, hein, parce qu'on garde l'ancienne famille plus la nouvelle. Exactement, exactement. Ça, c'est super génial. Et on embraye avec la conférence sur notre thème. Alors, voyons maintenant toutes les applications du PEA, parce qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui ont recensé toutes les applications possibles du PEA et il y a eu des études sur des maladies qui sont améliorées par le PEA. L'endométriose, les dysménorrhées et la vulvodynie chez les femmes, la migraine, les douleurs dentaires aussi bien en pré qu'en post-chirurgie dentaire ou des douleurs dentaires toutes simples, les neuropathies périphériques, celles qu'on va retrouver par exemple dans la sclérose en plaques, dans la maladie de Charcot, ou qu'on va retrouver post-chimiothérapie. L'hyperplasie bénigne de la prostate, autrement dit l'adénome de la prostate, le syndrome de la bouche brûlante, toutes les MIS-C et également le syndrome du côlon irritable, et par là même la perméabilité intestinale, la dépression, l'autisme, la stéatose, le foie gras non alcoolique, ou même le foie gras tout court, l'obésité, les lésions cérébrales transitoires suite d'un traumatisme, les maladies neurodégénératives, l'arthrite, la polyarthrite chronique, le syndrome du canal carpien, les lombalgies, les sciatiques, qui donnent quelquefois des douleurs neuropathiques, la maladie coronarienne, la maladie rénale chronique, la récupération chez le sportif, les dermatites atopiques, eczéma, psoriasis, les maladies infectieuses et la dépendance au cannabis, puisqu'effectivement, ça permettra de jouer là-dessus. Donc, le PEA n'est pas un analgésique, il ne modifie pas le seuil physiologique de la douleur, mais par contre, il nous rend moins sensibles au niveau du système nerveux central et du système nerveux périphérique, surtout si ces douleurs sont générées par la neuroinflammation. Le PEA va améliorer les troubles cognitifs qui sont générés par la douleur et toutes les études montrent que le PEA provoque une réduction progressive de l'intensité de la douleur significativement plus élevée que dans le groupe témoin. Vous voyez ici ce schéma
où là, vous avez en bleu le score de douleur avec le PA. Et là, vous avez le score de douleur, donc sans PEA. Vous voyez, voilà ici la courbe pour le courbe témoin, si vous voulez, qui ne prend pas de PA. Et on voit très nettement qu'avec le PA, on a une diminution donc du seuil de la douleur et on a une échelle de la douleur, comme vous le savez. Et donc là, évidemment, on voit bien que si on interroge les gens, ils vont dire j'ai mal à 9 sur 10 ou 8 sur 10. Et là, nettement, c'est abaissé. Donc, c'est important. Donc, c'est probablement une stratégie thérapeutique très, très intéressante pour gérer les douleurs chroniques, les douleurs neuropathiques associées à la neuroinflammation. Que dire du PEA et des douleurs musculaires? Bien, l'action du PEA sur les douleurs musculaires, notamment la fibromyalgie, la récupération après un exercice soutenu physique, a été démontrée dans plusieurs études. Donc, PEA peut être un antalgique efficace, alors pas un antalgique direct, mais antalgique de manière indirecte, sur les douleurs musculaires ou les contractures, suite d'un mauvais mouvement ou un pincement de nerfs, et tout d'un coup on est bien bloqué, suite d'un effort physique ou suite d'une position répétée et prolongée, position assise, position couchée, etc., sciatique, lombosciatique, fibromyalgie. Les résultats indiquent qu'en 15 jours, le PA réduit efficacement les douleurs articulaires. Ça peut être une capsulite rétractile, ça peut être une période scapulo-humérale, ça peut être une sciatique, ça peut être une arthrose de hanche qui est devenue inflammatoire, etc. Et donc, tout ceci conforte d'autres études qui ont montré que la capacité du PEA à réduire les symptômes de douleurs articulaires et les douleurs chroniques. Et donc, il y a d'autres études qui sont en train d'arriver pour confirmer ces premiers résultats très encourageants. En Italie, il y a une étude qui a concerné 407 personnes fibromyalgiques qui, entre 2013 et 2016, ont pris des comprimés de PEA dosés à 600 mg, donc 600 mg par jour. Sur les 407 patients, il y en avait quand même 151 qui ont abandonné le PEA, mais 359 ont eu des résultats positifs. Lesquels? Diminution de la douleur à l'échelle visuelle analogique, c'est quand on vous demande vous avez mal de 1 à 10 à combien, moins 30% de douleur. Évolution dans le temps, il y a un score pour les fibromyalgiques qu'on appelle le score du Fibromyalgia Impact Questionnaire, et donc là aussi, moins 28%. Et il y a une deuxième étude qui a porté sur 35 personnes en associant le PEA avec les médicaments qui sont prescrits habituellement pour la fibromyalgie, en général un antidépresseur, qui est un sérotoninergique généralement, et un antiépileptique du type prégabaline. Donc, vous voyez qu'on a donné à ces gens-là du PEA ultramicronisé pendant le premier mois, à raison de 600 mg 2 fois par jour, donc on est arrivé à 1200 mg, puis à partir du deuxième mois, du PEA micronisé à raison de 300 mg 2 fois par jour pendant 2 mois. Voilà. Et donc, la deuxième étude, et donc, lors de cet essai-là, eh bien, on a eu ces scores, moins 30% à l'échelle visuelle analogique et moins 28% dans le score de fibromyalgie. La deuxième étude a porté sur le fait d'associer le PEA avec les médicaments prescrits habituellement, donc la duloxétine et la prégabaline, ce sont les médicaments qui ont été utilisés pour cette étude. Et là aussi, on a donné les mêmes dosages pendant le premier mois et pendant le deuxième mois. Et là, on voit ici les résultats. Donc ici, duloxétine, c'est DLX et prégabaline, c'est PGB. Et vous voyez que là, baseline, ça veut dire le point de départ. Et donc, au troisième mois, entre le troisième et le sixième mois, on s'aperçoit que quand on associe le PEA donc, avec les médicaments, on a évidemment une réduction des points sensibles de la fibromyalgie. Vous savez qu'il y a 11 points sensibles, et donc quand on les palpe, ces points ils sont douloureux. Là, une réduction importante des points sensibles au sixième mois. Et ici, vous avez les réductions de la douleur, pareil, à partir là, ici, en bleu, on n'a que les médicaments prescrits. C'est comme ici, au départ, les 3 premiers mois. Dès qu'on ajoute la PEA, on voit les choses se passer différemment. Et là, vous voyez, on ajoute aux médicaments PEA et on a un seuil de réduction de la douleur important également. Donc, il faut y penser pour les fibromyalgiques. Et puis, PEA et endométriose, que dire? Beaucoup d'études ont démontré déjà l'intérêt du PEA pour les douleurs pathologiques chroniques et en particulier pour l'endométriose. Donc là, on a une réduction de la douleur pelvienne, on a une réduction de la dysménorrhée sans aucun autre effet secondaire.
Donc là, l'étude a porté sur 30 femmes qui avaient eu un diagnostic laparoscopique, donc d'endométriose, et c'était 30 femmes qui avaient envie d'avoir un enfant. On leur a donc donné de la PEA, du PEA ultramicronisé 2 fois par jour pendant 10 jours, et ensuite du PEA micronisé 2 fois par jour pendant 80 jours. L'intensité des douleurs pelviennes chroniques a diminué, la dyspareunie, la dysménorrhée, la dyschésie, c'est-à-dire la difficulté d'exonération des selles, ont diminué, de la même manière que la dysurie, difficulté d'uriner, ont été évaluées au départ. Tout ça, ça a été évalué au départ. Après 10 jours, 30 jours, 60, 90 jours, et bien après 30 jours, à compter de la fin du traitement, toutes les femmes ont dit qu'elles avaient moins mal, qu'elles avaient un meilleur bien-être à la fois physique et psychologique. Donc, tout ça, ça a été évalué avec un questionnaire très, très précis qui s'appelle le Short Form Health Survey et un deuxième questionnaire également. Donc, tout ceci a été fait d'une manière très, très fiable. Donc, à la fin du traitement, toutes les femmes ont montré une amélioration significative des douleurs pelviennes chroniques, de la dyspareunie, de la dysménorrhée, de la dyschésie et se sentaient beaucoup mieux dans leur peau. Donc, il faudra y penser pour l'endométriose. Il y a également le chapitre de PEA et dépression. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur des personnes qui prenaient un sérotoninergique, donc qui s'appelle Celexa. En fait, la molécule, c'est le citalopram. C'est un inhibiteur de la recapture de sérotonine. Et donc, 2 groupes randomisés. L'un a eu du PEA ajouté à son protocole, 600 mg 2 fois par jour, et l'autre a reçu un placebo. Ceux qui recevaient du PEA, en plus du Celexa, avaient des baisses significativement plus élevées de score de dépression par rapport au placebo. Et donc, la recommandation, c'est de commencer avec 600 mg 2 fois par jour le premier mois et de descendre à 300 mg 2 fois par jour ensuite. Le bénéfice est déjà là avec 300 mg 2 fois par jour. Et les effets modulateurs ont lieu avec 300 mg par jour. Donc l'idée, quel que soit ce qu'on veut faire avec, quelle que soit la pathologie ou la douleur, c'est de commencer le premier mois avec plutôt une dose importante et ensuite on arrive à 300 à 400 mg par jour. Que dire de la colopathie fonctionnelle? Là encore, une étude sur 54 patients atteints du syndrome de côlon irritable, 12 témoins sains recrutés dans 5 centres européens. C'est une étude européenne. Comparativement aux témoins, les personnes qui avaient un syndrome, donc une colopathie fonctionnelle, présentaient un nombre de mastocytes au niveau de la muqueuse intestinale plus élevé, présentaient une réduction du PEA et une expression accrue du récepteur CB2. Alors, on leur a donné du PEA. Le traitement n'a pas modifié significativement le profil biologique, donc l'analyse biologique du syndrome du côlon irritable, y compris le nombre de mastocytes, mais par contre, par rapport au placebo, le PEA a nettement amélioré la sévérité des douleurs abdominales. Conclusion, l'effet marqué du complément PEA sur la douleur abdominale chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable suggère qu'il s'agit d'une approche naturelle prometteuse pour la gestion de la douleur dans cette condition. D'autres études, évidemment, vont être entreprises pour pouvoir confirmer tout ceci. Parkinson, maintenant. Il y a eu un modèle chez les souris de la maladie. Alors, on a créé une maladie de Parkinson chez les souris. On leur a donné du PEA pendant une semaine. Et on s'est rendu compte qu'en leur donnant du PEA pendant une semaine, eh bien, les neurones dopaminergiques étaient protégés et que les performances motrices étaient améliorées. Ces actions peuvent être médiées par le PEA qui agit d'une manière directe et indirecte. Et donc, d'une manière indirecte, il va agir sur le récepteur cannabinoïde CB2 et d'une manière directe, il va agir sur le PPR-alpha. Il y a eu une étude quand même sur 30 patients parkinsoniens qui prennent de la lévodopa. On a évalué chez eux les symptômes moteurs et non moteurs, donc évaluation clinique avant et après addition d'une dose de PEA micronisée de 600 mg. La différence de score moyenne entre le début et la fin du traitement par du PEA micronisé a montré une réduction significative de la plupart des symptômes moteurs et non moteurs. Le nombre de patients présentant des symptômes basaux a été réduit après 1 an de traitement. Aucun des participants n'a signalé d'effet secondaire. Donc le PEA
a ralenti la progression de la maladie, a ralenti l'invalidité, ce qui suggère qu'on va pouvoir l'utiliser, y compris avec des molécules comme la lévodopa. Et puis une étude très récente a été faite par rapport au SARS-CoV-2, et donc il se trouve que le PEA freine l'entrée du SARS-CoV-2 parce qu'il interagit avec la fameuse protéine S et le récepteur ACE2, ce qui est en cause dans l'introduction du virus. Donc le virus, comme vous l'avez appris maintenant, provoque une activation très importante des macrophages. Et donc cette activation des macrophages va générer des molécules inflammatoires qui sont responsables de fameux orages inflammatoires et ensuite du syndrome de détresse respiratoire aiguë et des décès. Et donc ces macrophages évidemment vont s'infiltrer un peu partout, vont fabriquer des molécules inflammatoires et vont également conduire petit à petit les lymphocytes à produire beaucoup donc de lymphocytes T2 et T17 qui eux-mêmes fabriquent des molécules pro-inflammatoires, donc orage cytokinique monstrueux. Eh bien, on a aussi voulu savoir si le PEA était uniquement actif sur le premier SARS-CoV-2, s'il était actif sur le Delta et s'il était actif sur le Micron. Ben, effectivement, le PEA est actif sur les trois. Ça veut donc dire qu'il a une activité antivirale sur les variants émergents du SARS-CoV-2. Il y a eu aussi des études sur le virus de l'herpès simplex 1 et 2, et là, par contre, pas d'action sur l'entrée du virus herpès simplex 1 et 2. Voilà toutes les références par rapport à tout ce que je vous ai dit. Alors maintenant, la grosse question, c'est que chacun d'entre nous se demande, mais comment est-ce que je peux stimuler mon système endocannabinoïde? Alors, premièrement, l'activité physique. Ensuite, il faut que dans notre alimentation, il y ait des acides gras, parce qu'on en a besoin pour synthétiser les endocannabinoïdes. Donc là encore, il faut un bon rapport oméga 6 sur oméga 3. Ensuite, on va trouver des terpènes qui sont des cannabinoïdes, des phytocannabinoïdes. On en trouve où? Dans le romarin, dans le poivre noir, dans le houblon, dans le clou de girofle, dans l'orillon. Dans les truffes, c'est un peu cher, mais en tout cas, dans les truffes, directement, on a l'anandamide qui va interagir avec ces récepteurs. Dans l'échinacée, alors, je parle d'échinacée pourpre, parce qu'il y a aussi une échinacée d'Inde qui s'appelle Andrographis, dont on ne sait pas si elle contient des cannabinoïdes. Mais l'échinacée pourpre, oui, elle contient des alcamides qui agissent sur le CB2. La maca contient des magamides qui agissent sur le récepteur CB1. Les piments, la capsaïcine, agit, elle, sur ce facteur de transcription. Le poivre noir, la pépérine, agit aussi sur le même récepteur, sur le même canal. Le gingembre, très intéressant, qui contient du gingérol et de la zingérone, qui agissent aussi sur TRPV1. Le cacao, lui, pur, hein, c'est pas du chocolat, freine la fameuse enzyme qui dégrade donc la 2-AG et puis l'anandamine. Et on a les champignons. Dans les champignons, dans le cordyceps, il y a des phytocannabinoïdes, plutôt des mycocannabinoïdes. Dans le polypore, des mycocannabinoïdes, des CB2. Dans le chaga, donc CB1, CB2. Et dans l'éricium, dont je vous parlerai un peu plus tard également. Alors, l'activité physique, oui, mais vous avez l'activité physique, là vous avez un schéma où on voit effectivement qu'à gauche, dans cette partie ici, on a la stimulation des récepteurs CB1 qui aboutit à quoi? Quand ils sont excités, eh bien, ils vont exciter les neurones dopaminergiques qu'on trouve au niveau de l'artère tegmentale ventrale surtout, et la dopamine est impliquée, c'est un booster, ça nous motive. Donc, évidemment, quand on fait l'exercice physique, eh bien, on a le circuit de la récompense qui est activé et on va stimuler les récepteurs CB1 et on va fabriquer donc, lors de la course à pied, des endocannabinoïdes qui vont effectivement se charger de ça. Par contre, ici, sur la droite, il n'y a pas de récepteur CB1 et donc là, du coup, les performances sont diminuées de 20 à 30%. Donc, il est aussi question d'avoir suffisamment de récepteurs CB1. Donc, c'est clair que lorsqu'on court, on va avoir plusieurs actions. Une action pour stimuler la production de nos propres endorphines, même si elles ont une vie éphémère, une action pour stimuler la production d'anandamide et de 2-AG, et une action pour stimuler un facteur de plasticité neuronale qu'on appelle le BDNF, très important, vous voyez que tout est bénéfice. Mais on a également la méditation. La méditation, elle va avoir une action sur l'activité de la télomérase, enzyme qui protège les petits bouts de nos chromosomes.
les télomères. Elle va avoir une action sur également la modulation et l'induction de l'anandamide, de la DHG, du BDNF, comme le sport. Elle va également avoir une action analgésique, parce qu'on va fabriquer des endorphines. Et enfin, elle va également, la méditation, générer également une meilleure mobilité suite de la méditation, évidemment, pas pendant. Donc déjà, pour stimuler le système endocannabinoïde, on n'oubliera pas la méditation, l'activité sportive. Maintenant, l'alimentation, c'est la plus grande source de substrat pour qu'on puisse synthétiser les endocannabinoïdes. Mais des changements alimentaires dans le rapport oméga 6 sur oméga 3 peuvent soit mettre en détresse la fabrication de PEA, soit l'augmenter. Donc, je vous rappelle que si on ne consomme pas 3 fois par semaine des petits poissons gras, on est carencé et on a un mauvais rapport oméga 6 sur oméga 3. Ou si on consomme trop d'oméga 6, bien qu'on ait besoin d'acide arachidonique, qui est un oméga 6, pour fabriquer donc le PEA. Donc là, il est important aussi de penser aux oméga 3. On a même montré qu'une carence en oméga 3 pendant la grossesse et l'allaitement est capable de modifier négativement les fonctions qui sont médiées par les endocannabinoïdes chez les enfants, et on est en train d'y réfléchir par rapport donc à l'hyperactivité de l'enfant. Voilà. Et donc, dans ce schéma, eh bien, on voit que le tabagisme et la consommation d'alcool pendant la gestation vont affecter le système endocannabinoïde dans l'axe hypothalamo-adipeux de la mère, mais aussi du fœtus. Et la perturbation de ce système endocannabinoïde au début de la vie augmente le risque de développer un syndrome métabolique et des changements de comportement tout au long de la vie. Donc, à bon entendeur, évidemment, de le retenir. Alors là, vous avez toutes les sources qui nous permettent, dans l'alimentation, de trouver effectivement des sources de PEA. Alors bien sûr, on a le lait, les pommes de terre, les lentilles, le jaune d'œuf, les cacahuètes, la lécithine de soja, le maïs. Alors on a aussi l'avoine, on a les tomates, on a les noix de cajou. Ouais, oui, mais il y a un mais. Vous voyez ici que la lécithine de soja est un aliment riche en PEA. Donc, quelle est sa concentration en PEA en nanogrammes par gramme? Elle est de 950 000. Si on fait l'équivalence avec 400 mg de PEA micronisé, eh bien, c'est 400 grammes. D'accord? Maintenant, il faudrait consommer 400 grammes de lécithine de soja pour avoir l'équivalent de 400 mg de PEA. Alors oui, il y a une source de PEA qui est le soja. Donc, sa concentration en nanogrammes par gramme, c'est de 6700. Et pour avoir l'équivalence de 400 mg de PEA, en général, une gélule est dosée à 400 mg, il faudrait consommer 60 kg de soja. Pour les tomates, ah ben oui, bien sûr, c'est bien les tomates, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de concentration. Et pour avoir l'équivalent de 400 mg de PEA, il faudrait consommer 4000 kg de tomates. Quant aux cacahuètes, eh bien, il faudrait en consommer 107 kg pour avoir l'équivalent de 400 mg de PEA. Ça nous laisse rêveurs, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir besoin d'aide pour trouver ce PEA. Alors maintenant, on a dans le monde des plantes et de la phyto une activité cannabimétique comme celle du PEA. Et donc, on a par exemple, vous voyez ici, les curcumines qui activent les récepteurs CB1, CB2. On a le resveratrol qu'on trouve dans la peau du raisin, dans les grains de raisin ou dans les vins rouges jeunes qui activent CB1, CB2. On a l'épigalocatéchine 3-galate du thé qui active également ça. Et on a également les alcamides de l'échinacée pourpre qui activent directement CB1, CB2. Et là, de l'autre côté, en pointillé, vous avez l'inhibition des transporteurs d'endocannabinoïdes. Donc, le méthénus, par exemple, va inhiber les transporteurs d'endocannabinoïdes, le poivre noir pareil, et les myrtilles pareil. Mais, en fait, on a besoin, tout ceci va intervenir dans le système enzymatique. Vous voyez donc que même dans le monde de la phytothérapie, on va pouvoir retrouver des aides intéressantes, et je pense en particulier aux curcumines pour lesquelles il y a beaucoup d'études, ou même au thé. Alors maintenant que je vais parler du PEA, eh bien, je vais discourir un petit peu à propos d'un champignon très très étonnant dans le monde de la mycothérapie, et ce champignon s'appelle Ide hérisson ou crinière de lion, encore appelé en latin Hericium erinaceus.
c'est le champion toute catégorie de la neurogénèse et de la mémoire. Et on va donc un petit peu le détailler. Alors déjà, Hippocrate parlait beaucoup des champignons. Il disait à cette époque que c'était des agents anti-inflammatoires. La médecine chinoise les utilise depuis longtemps, la médecine ayurvédique aussi. Mais on a commencé seulement à s'occuper d'eux à partir du moment où on a découvert la pénicilline en fait et les moisissures. Alors, on connaît très bien le rôle hypocholestérolémiant de certains champignons ou le rôle antimicrobien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la mycothérapie pour les propriétés antitumorales, anti-inflammatoires et en particulier l'activité immunomodulatrice. Alors, si on parle d'Erythricium erinaceus, ça veut dire en latin hérisson. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ce champignon de près, eh bien, il y a comme des épines. Et donc, on le voit pousser dans les climats tempérés, et donc avec cette espèce de chevelure qui fait penser à la crinière du lion, et il produit des spores, et il va pousser sur certains arbres, comme les chênes, les érables, les noyers, et autres feuillus qui sont en train de mourir. Et d'autre part, c'est un champignon que l'on peut cuisiner, il n'y a pas d'effet toxique, et en Chine, par exemple, ou dans les pays où on en trouve pas mal, on l'utilise donc dans les salades, dans les soupes, dans les risottos, au Vietnam en particulier, on utilise beaucoup ce champignon. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Des vitamines, en particulier la B2, des lectines, comme dans la plupart des plantes, des fibres, des acides aminés, dont 8 acides aminés essentiels, des minéraux, du zinc, du fer, du sélénium, du phosphore, du potassium, du germanium. Ah, bien sûr, ce qui intéresse beaucoup le monde des champignons, des polysaccharides, des bêta-1,3 et des 1,6-D-glucanes, qui sont les polysaccharides les plus importants en mycothérapie, qui sont responsables de beaucoup de propriétés, les alpha-glucanes ayant beaucoup moins de propriétés. Il y a des stérols végétaux, des acides gras. Ah, bah tiens, il y a de l'acide palmitique, dont on a parlé pour le PA. Et il y a des diterpénoïdes, et dans ces diterpénoïdes, il y a des éricénones C et D et des érinacines ABC, dont je vais vous reparler. Et vous voyez qu'on trouve aussi, tiens, il y a une faute de la lovastatine. Donc, dans la plupart des champignons, vous avez des statines végétales, tout petit peu, hein, donc d'où leur effet hypocholestérolémiant. Tropisme du champignon, donc hérisson. Alors, au niveau digestif, très connu, très documenté, il y a énormément d'études là-dessus. Donc, reflux gastro-œsophagien, gastrite, ulcère gastrique, perméabilité intestinale, troubles, donc colopathie fonctionnelle, intolérance alimentaire, toute l'hémicie, la diverticulite. Donc, c'est un énorme chapitre de ce champignon. Puis ensuite, on a le tropisme cérébral, plasticité neuronale, régénération de la gaine de myéline, troubles cognitifs, déclin cognitif léger, c'est là qu'on est surtout actif avant que la maladie d'Alzheimer soit déjà, mais aussi maladie d'Alzheimer, de Parkinson et bien sûr également toutes les neuropathies. Et ensuite, on a le tropisme immunitaire, il agit aussi comme anti-inflammatoire et antioxydant. Alors, au niveau du tropisme digestif, il y a eu des études, il y a eu des effets, on a des études pharmacologiques, ça a été scientifiquement étudié depuis une trentaine d'années, et donc sur des sujets humains, et ça a montré et démontré, ça a été fait à Shanghai en particulier, on a démontré l'efficacité par rapport aux ulcères, aux inflammations, à toutes les tumeurs du tube digestif, et on a réussi à prolonger l'espérance de vie de personnes qui avaient un cancer du tube digestif, soit un cancer du côlon, soit un cancer de l'estomac, etc. Et donc, on a fait aussi une étude donc avec seulement, vous me direz, 13 adultes en bonne santé. Donc, on a pris 13 adultes en bonne santé. On leur a fait consommer de la poudre de héricium pour voir un petit peu comment ça agissait sur le microbiote intestinal. Et on avait évidemment aussi paramétré tous les indices sanguins. Donc, les indices sanguins de routine, évidemment, et tous les marqueurs biochimiques sériques. Et on s'est rendu compte aussi que la composition du microbiote a été... Donc, on avait également, profilé le microbiote par des manœuvres de séquençage du gène de l'ARN ribosomique. C'est maintenant comme ça qu'on fait des études donc, du microbiote. Et donc, les résultats, c'est quoi? C'est qu'on a montré que la supplémentation en champignons, tous les jours, a régulé à la hausse l'abondance relative de certaines bactéries qui produisent des acides gras à courte chaîne, c'est-à-dire du butyrate, de l'acétate, de propionate. Et les modifications du microbiote étaient corrélées en même temps aux analyses sanguines, et notamment dans les analyses, il y avait des modifications
plutôt en faveur d'un bon taux de phosphatase alcaline, d'une augmentation du LDL, d'une régulation de l'acide urique et de la créatine. Et donc ça a été tout à fait validé. Maintenant, quant au traumatisme cérébral, alors les molécules, les composés actifs, c'est les érinacines et puis c'est également les érycénones. Alors les érinacines ABC stimulent le facteur de croissance nerveuse qui s'appelle NGF. Ça, on en a parlé lors d'une étude qui a été faite en 1994. Et on a mené une étude pilote humaine pour étudier l'efficacité de ce champignon. Ça a été fait au Japon, sur des hommes et des femmes qui avaient entre 50 à 80 ans et chez lesquels on avait diagnostiqué une déficience cognitive légère. Donc les sujets du groupe Éricium ont pris 4 comprimés d'éricium dosés à 5 mg d'ingrédients actifs d'érinacine A, donc c'était un extrait d'érinacine A, 3 fois par jour pendant 16 semaines, et nettement, il y a eu une amélioration des fonctions cognitives. Donc, sur la base de ces découvertes, on a suggéré que l'érinacine A soit l'un des composants clés responsables de l'activité nootropique et l'activité donc neuroprotectrice du champignon. Alors, aujourd'hui encore, il y a encore une controverse quant à savoir si les activités neuroprotectrices in vivo sont dues aux érinacines ou aux érycénones, mais ce qu'on sait aujourd'hui, pour les expériences qui ont été faites in vivo, c'est que l'érinacine confère des effets neuroprotecteurs et atténue le stress oxydatif, en particulier par rapport aux AVC, atténue les troubles de la maladie de Parkinson, diminue la dépression, le vieillissement dans des modèles murins. Mais là encore, on va revenir à ce qu'on dit généralement pour la phytothérapie. En phytothérapie, on parle de la synergie des composés actifs. Et bien là, même si les études essayent de dégager l'action de l'érinacine par rapport à celle de l'érycénone, il est clair que c'est la synergie entre ces molécules et les polysaccharides et tous les composants du champignon qui sont en cause, à mon avis, par rapport à ces propriétés. Alors, que se passe-t-il dans les maladies neurodégénératives? Eh bien, le facteur de croissance nerveuse, le NGF, est épuisé. Du coup, on a des dommages au niveau des neurones. Donc, si on arrive à augmenter la production de NGF, eh bien, on a évidemment des effets sur le cerveau. Voilà. Et donc, la plupart des composés bioactifs qui ont été identifiés dans les champignons contribuent, quoi qu'il en soit, aux effets antidépresseurs. Et donc, cet effet antidépresseur est dû probablement à une activité augmentée du facteur de croissance nerveuse. Et donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que l'érycénone et les érinacines sont des toutes petites molécules qui peuvent donc franchir la barrière hémato-encéphalique facilement. Et donc, ce sont surtout ces deux principaux composés qui ont été étudiés, comme je vous l'ai dit, pour le tropisme cérébral. Mais ce que je pense aussi, c'est que, étant donné que ce champignon a une action très importante sur la sphère intestinale et qu'on parle, nous, de l'axe cerveau-intestin, il y a des chances que, effectivement, les bienfaits de ce champignon reposent sur l'action directe des érinacines et des érycénones et de l'action indirecte via le microbiote intestinal. Il y a eu une étude également sur la cortisolémie. Comme vous le savez, lorsqu'on a un stress chronique, on a généralement une élévation du cortisol qui est responsable d'effets très délétères. Et par rapport à ces effets délétères, il y a aussi une influence sur la cognition, sur l'ostéoporose, sur le vieillissement et plein d'autres morbidités. Et d'autre part, plus le taux de cortisol est élevé, plus on mobilise nos réserves d'énergie. Et le foie va être obligé de fabriquer du glucose, de prélever dans les graisses, dans les muscles. Et donc, on va entraîner la mobilisation des réserves d'énergie. Mais le cortisol va finir aussi, paradoxalement, par entraîner de l'inflammation, de la mort des neurones et même augmenter terriblement la dépression. Alors, dans ce schéma, on voit notre éricium arriver là. On voit ici la membrane cellulaire avec ses phospholipides et on voit ici en rouge le cortisol à haute dose. Et ce cortisol à haute dose va générer évidemment un petit affolement des mitochondries, même un gros affolement, qui vont se mettre à fabriquer une énorme quantité de radicaux libres. Eh bien, on voit là que les principes actifs d'Éricium erinaceus vont augmenter
notre fabrication interne de superoxydismutase, un antioxydant très puissant. Le deuxième antioxydant dont la production est augmentée, c'est la catalase. Donc, du coup, on pourra mieux se défendre contre les radicaux libres. Radicaux libres qui, eux, s'attaquent en général non seulement à la membrane des cellules, mais aussi même au matériel génétique du noyau cellulaire. Et donc, ça peut entraîner une apoptose cellulaire. Et puis, on voit aussi ici ces mitochondries. Les mitochondries ont ce qu'on appelle un potentiel de membrane mitochondriale. MMP, ça veut dire potentiel de membrane mitochondriale. Et donc, eh bien, ce potentiel diminue avec l'arrivée du cortisol. Et puis, d'autre part, chez les personnes qui souffrent de stress chronique, on a en général une élévation d'une enzyme qui s'appelle la lactate déshydrogénase, LDH. Et malheureusement, cette enzyme, quand elle est augmentée, active les gènes cancérigènes et donc en faveur de la prolifération des cellules cancéreuses. Eh bien, retenez que Erythrum erinaceus va jouer pour augmenter la production de ces deux enzymes qui font partie. Donc, on a 3 enzymes antioxydantes majeures, la SOD, la catalase et le glutathion peroxydase dont je vous ai parlé lors d'un webinaire. Et donc, dans ce schéma-là, eh bien, on a ici l'influence à la fois du stress chronique et l'influence des fameux lipopolysaccharides qu'on trouve dans la paroi des bactéries Gram-. Eh bien, on voit ici que déjà le stress chronique va générer au niveau neurogénique, donc des différenciations de neurones qui ne sont pas très favorables, mais va générer aussi une diminution du BDNF qui s'occupe de la plasticité cérébrale, va générer une diminution de la neurogénèse, c'est-à-dire de la prolifération des cellules. Déjà ça. Ensuite, ici, au niveau des neuromédiateurs, le stress chronique va entraîner une diminution de la noradrénaline, une diminution de la dopamine, une diminution de la sérotonine. Ensuite, il va y avoir des effets inflammatoires, augmentation des grosses interleukines, cytokines pro-inflammatoires. Ça, c'est rien que le stress chronique. Et donc déjà, ceci nous amène progressivement vers des comportements dépressifs. Puis on ajoute ici l'effet des lipopolysaccharides qui, systématiquement, quand ils circulent dans la circulation sanguine alors qu'ils ne doivent pas circuler, vont entraîner donc une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, voilà, en particulier TNF-alpha. Donc tout ceci amène petit à petit à cet état dépressif. Eh bien, on s'est rendu compte là, par rapport à l'effet double du stress chronique et des lipopolysaccharides, qu'en donnant du champignon hérisson, eh bien, on pouvait le donner soit à titre chronique, soit à titre aigu. En donnant à titre chronique, on s'aperçoit qu'on a à nouveau une augmentation du BDNF, et je passe les autres molécules pour ne pas vous saouler, qu'on a également un frein du facteur de transcription NF-kappa-bêta, maître de l'inflammation, qu'on a à nouveau une neurogénèse au niveau de l'hippocampe. En même temps, on s'aperçoit qu'on a une augmentation de la dopamine, de la noradrénaline, de la sérotonine, et qu'on diminue les effets anti-inflammatoires. Donc forcément, on va avoir une régulation du comportement antidépressif. Et puis si on le donne en aigu, donc on va augmenter la dose, eh bien on va avoir un effet donc anti-inflammatoire très fort, parce qu'on va augmenter la quantité d'interleukine 10 qui est anti-inflammatoire et diminuer la quantité de TNF-alpha qui lui est pro-inflammatoire. Vous voyez donc que ce champignon nous réserve aussi beaucoup de surprises. Alors, on en arrive maintenant à ce que vous attendez tous. Le laboratoire vous propose aujourd'hui un produit qui a été baptisé NeuroPEA, dans lequel vous allez avoir, pour 3 gélules par jour, 390 mg de PEA micronisé, puisqu'on utilise aujourd'hui le PEA micronisé. La source est une source végétale, ce n'est pas du tout de la synthèse. Il y aura pour 3 gélules 357,5 mg du champignon inérisson. Vous voyez qu'on va se servir de la mycothérapie et du PEA, vitamine B6, vitamine B1, voilà, et ça va être des boîtes de 90 gélules, et donc on en conseille en général 1 à 3 gélules par jour. Il y a une erreur ici, c'est une boîte de 90 gélules. Donc, si vous voulez avoir la dose de 390 mg de PEA et cette concentration d'énérisson, ce sera bien que vous preniez
3 gélules par jour. Alors, voyons maintenant toutes les actions qui vont pouvoir être menées par le produit. NeuroPEA, on va voir évidemment l'activité anti-inflammatoire conférée par le PEA et par le champignon. Du coup, on pourra jouer sur la protection cérébrale et sur le déclin cognitif léger, avec beaucoup d'applications sur les douleurs neuropathiques, sur lesquelles je vais revenir, sur l'autisme. De l'autre côté, on va avoir donc la prévention des infections respiratoires. Tout à l'heure, on a parlé du SARS-CoV-2, mais le PEA étant un anti-inflammatoire et le champignon ayant des effets aussi sur le tractus digestif aura des répercussions sur l'axe respiratoire. Bien sûr, le terrain atopique et allergie, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les mastocytes et le PEA. L'état dépressif, on vient d'en parler avec le champignon, je vous en ai parlé pour le PEA. La migraine, les troubles digestifs et on n'oublie pas le gros chapitre des maladies cardiovasculaires. Alors voyons maintenant un peu comment c'est fait. En fait, le PEA, c'est une molécule lipophile, mais qui n'est pas très soluble. Et donc, du coup, on a dû mettre au point des formulations spécifiques, et en particulier donc, le PEA micronisé et ultramicronisé, de manière à augmenter la solubilité et surtout la biodisponibilité. Du coup, les particules étant très petites, elles peuvent traverser facilement la muqueuse du grêle. Donc, on utilise le micro-PEA, et donc, il y a une innocuité du PEA, donc on peut le donner sans problème. On en conseille en général entre 300 et 600 mg 2 fois par jour, mais on peut aller jusqu'à 1200 mg par jour, et surtout le premier mois. La durée de la complémentation n'a pas été étudiée, mais jusqu'à présent, les recherches ont été faites sur une période qui va de 3 à 6 mois. Je pense que, un peu comme des produits comme la bromélaïne qu'on peut donner très longtemps, eh bien, on peut faire 20 jours par mois. Ça peut être intéressant au long cours. Voilà. Alors, aucun problème de sécurité n'a été décelé, mais donc, on peut effectivement faire des pauses de PEA après une durée de 3 à 6 mois ou faire des pauses, le prendre uniquement 20 jours par mois. Alors, quelques associations maintenant que je vais vous suggérer. On va commencer par les associations suggérées pour l'axe digestif. On va trouver ici 2 produits phares, le NeuroPEA, 1 à 3 gélules par jour, et le Glycorec, que vous connaissez sans doute, grand produit pour prendre en charge toutes les MIS-C, la colopathie fonctionnelle, pas de problème pour toutes ces pathologies-là. Et donc, l'alliance avec le NeuroPEA va permettre évidemment de travailler sur toutes les pathologies digestives, y compris les maladies auto-immunes. Et bien sûr, j'ai rajouté quelque chose d'important, les jeunes pousses de romarin que je conseillerais plutôt de prendre le matin, et on verra que les jeunes pousses de romarin elles ont beaucoup d'actions et contiennent aussi de la lutéoline qui a une action spécifique aussi, qu'on va voir bientôt, et puis les bourgeons de noyer le soir par exemple. Donc voilà ce qu'on peut proposer pour toutes les pathologies de la digestive, de l'estomac jusqu'au rectum. Et puis, bien sûr, là, n'oubliez pas, s'il y a une carence nutritionnelle en poisson, si la personne ne prend pas du poisson 3 fois par semaine, pensez à complémenter la personne en oméga 3. Et là, j'ai choisi les oméga 3 véganes pour leur richesse en DHA. Et puis, la vitamine D3, voire même K2D3, puisque vous savez que les gens cancéreux ont besoin de cette vitamine D pour tenir. Que dire maintenant pour l'axe cérébral et là, le déclin cognitif léger? Alors là, on va évidemment trouver les oméga 3 véganes, grande richesse en DHA avec le NeuroPEA. Et vous voyez que là, j'ai choisi les jeunes pousses de romarin parce qu'elles sont riches en lutéoline. Et la PEA avec la lutéoline, c'est une étude qui a été faite, favorise la neurogenèse, sans compter sur les autres propriétés des jeunes pousses de romarin, bien sûr. Là, on en donnera 10 à 15 gouttes le matin. Et puis, on voit arriver ici, pour la protection cérébrale, le rôle des curcumines, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles comportaient des phytocannabinoïdes. Et bien là, on va effectivement pouvoir donner de 1 à 3 gélules par jour dans le cadre de ce déclin cognitif léger. Donc là encore, c'est toujours pareil, les oméga 3, soyez très attentifs à ce que les personnes prennent du poisson 3 fois par semaine. Troisième association, pour les douleurs inflammatoires, que ce soit les douleurs musculo-squelettiques, que ce soit les autres douleurs inflammatoires qu'on peut avoir. Alors, on trouve NeuroPEA et oméga 3 vegan. Et là, alors, on va sortir 2 jokers. C'est ou l'un ou l'autre. Soit vous dites, vous avez une énorme inflammation,
vous allez bénéficier de l'effet anti-inflammatoire du PEA, mais aussi de l'effet anti-inflammatoire des oméga-3 si vous en manquez. Et puis, je vous conseille de commencer par vraiment dompter l'inflammation, si j'ose dire, avec de la Boswellia forte, 2 à 4 par jour pendant 15 jours, et ensuite de passer aux bourgeons. Et là, j'ai choisi bourgeons de cassis et bourgeons de vigne pour leur action anti-inflammatoire très connue. Voilà donc, pour les douleurs inflammatoires, ça peut être une sciatique, ça peut être une lombalgie, ça peut être une arthrose cervicale, ça peut être une périarthrite scapulo-humérale, une capsulite rétractile, etc. Alors du coup, on en arrive maintenant aux douleurs neuropathiques. Alors revoyons un petit peu la définition. La douleur neuropathique, c'est une douleur qui est en lien avec une lésion, un dysfonctionnement du système nerveux périphérique ou du système nerveux central. Et donc la conséquence, c'est la conséquence en général ou d'une lésion ou d'une pathologie, blessure, maladie métabolique, une exposition aux toxiques ou aux toxines. Donc, où siège une douleur neuropathique? Au niveau de la peau, et donc on peut trouver soit une sensibilité supprimée ou réduite. La grande caractéristique des douleurs neuropathiques, c'est qu'elles ne sont pas calmées par les antalgiques habituels et même par la morphine. Et donc, en général, les gens qui ont des douleurs neuropathiques se retrouvent avec des antidépresseurs très cycliques, c'est une famille particulière d'antidépresseurs, ou même certains antiépileptiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, la gabapentin. Alors, des mots-clés pour savoir si vous avez une douleur neuropathique: brûlure. Les gens disent « ça me brûle, j'ai le bras engourdi, j'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poignard ». C'est une douleur très vive comme un éclair. Ils comparent ça aussi à des douleurs dentaires. Alors, je vous ai mis dans les annexes, je vous ai mis des petites annexes au webinaire dans lesquelles vous avez des tableaux donc par rapport à la PEA, et puis vous avez donc un petit questionnaire pour savoir si vous avez donc une douleur neuropathique ou pas. Causes multiples. Alors, dans les causes multiples, les carences vitaminiques, ça c'est sûr, B6, B12, B1, les maladies métaboliques comme le diabète, l'alcoolisme, l'intoxication aux métaux lourds, les infections virales comme le Covid, les maladies auto-immunes avec surtout la sclérose en plaques, les suites de chimiothérapie. De manière générale, beaucoup de personnes qui ont la chimiothérapie ont après donc des douleurs neuropathiques ou les suites d'un zona. Alors, il y a une maladie génétique qui s'appelle la polyneuropathie amyloïde, mais c'est tellement rare, vous n'en verrez pas beaucoup. Donc, vous pouvez aller vous renseigner sur ce site pour ces douleurs neuropathiques. Alors, association suggérée pour les douleurs neuropathiques. Cette fois-ci, j'ai choisi NeuroPEA avec curcuma fort. Et là, ici, j'ai aussi mis, bien sûr, le jeune pousse de romarin riche en lutéoline. Et j'ajoute ici, soit le millepertuis fort, qui est extrêmement sérotoninergique, dont on a besoin, soit Griffonia brahmi, au choix. Certaines personnes sont très sensibles au millepertuis, d'autres plutôt au Griffonia ou au brahmi. Les meilleurs résultats que j'ai eus sont plutôt avec le millepertuis. Donc évidemment, à condition que la personne ne prenne pas la pilule ou ne prenne pas certains produits, puisque le millepertuis agit sur certains cytochromes P450 hépatiques. Et je vous ai mis aussi que vous ne donnerez pas ces deux produits si la personne que vous avez en charge pour des douleurs neuropathiques prend déjà des antidépresseurs. Dans ce cas-là, vous ne donnez pas ça, vous vous contentez de curcuma fort, NeuroPEA et les jeunes pousses de romarin. Et puis, n'oubliez pas que les douleurs neuropathiques sont en lien aussi avec des carences vitaminiques. Voilà pourquoi ici j'ai mis vitamines et minéraux, 2 matins, 2 le soir, pour être sûr. Les carences vitaminiques sont très, très, très nombreuses. Chaque fois qu'on veut faire des bilans nutritionnels, on est quelquefois catastrophé par ces carences en vitamines et en minéraux. Donc, 2 matins, 2 le soir. Voyons maintenant ce qu'on peut faire pour la fibromyalgie et la dépression. Alors, bien sûr, NeuroPEA, mais cette fois-ci, c'est 2 à 4, voire plus par jour. Personnellement, pour l'expérience que j'ai du PEA, je commence fort le premier mois avec 600, voire 800, voire 1000 mg par jour de PEA, donc un certain nombre de gélules. Et puis, on va associer avec ou l'un ou l'autre, soit Griffonia brahmi, mais à raison de 6 gélules par jour, soit un nouveau produit qui va vous être proposé, qui s'appelle Ashwagandha lotier. Il a aussi été baptisé supranciol. Et l'ashwagandha a aussi fait ses preuves
On en reparlera lors du prochain webinaire par rapport justement aux douleurs neuropathiques, qui sont d'ailleurs des douleurs de fibromyalgie, des douleurs inflammatoires. Hein. Là encore, si la personne prend les antiépileptiques ou qu'elle prend les antidépresseurs, vous ne proposerez pas ces deux autres produits. Qu'en est-il maintenant de la prévention des infections respiratoires, puisque la campagne anti-Covid a démarré, je vous signale, mais il y a la grippe. On sait que cette année, la grippe va faire des ravages, c'est ce qu'on nous promet en tout cas. Donc là, il faut s'en inquiéter quand même. Et donc, on va retrouver NeuroPEA, qui a aussi un rôle immunitaire très important de modulation immunitaire. Et puis, vous avez ce produit extrêmement intéressant qui s'appelle Respi-Immu, dans lequel vous avez une plante qui s'appelle, en fait, l'endographie, c'est l'Echinacée d'Inde. C'est une plante qui a été testée et retestée en Suède par rapport au Covid, et on sait qu'elle agit aussi bien en prévention qu'en curatif. Et puis, vous avez le sureau qui a une activité antivirale. Et j'ai mis également ce produit, ces bourgeons, Gémosinus. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez des bourgeons d'aulne. C'est le grand bourgeon des infections virales. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, un bourgeon pour la mémoire également. Il y a du charme, là encore, pour l'axe ORL et du cassis anti-inflammatoire. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.